ça énerve ton chien. Hein. Et même mon chien, il est énervé. Ouais, j'entends. T'inquiète pas, mais c'est fini avec Michel. C'est terminé. Stan, Johansen. c'est un plaisir de te recevoir. On va pas faire du faux. On était déjà ensemble Oui, avant. on était déjà ensemble. On est sur la partie 2. Oui. Et on a envie dans cette partie 2 d'aborder un sujet. Déjà pour commencer, toi tu es encore salarié. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux parlent du salariat comme quelque chose de mauvais. T'en penses quoi de ça? Bah, c'est vrai qu'il y a un peu de salarié bashing. Alors, pour mon cas, je suis encore salarié, j'ai encore une activité partielle qui me plaît, qui m'épanouit, qui me permet encore de sécuriser mes investissements. Et à côté de ça, j'ai une dimension entrepreneuriale, donc l'association dans la société de marchand avec donc, mon associé compagne, et également une activité d'agence immobilière, plus une activité de création de contenu de formation, livres et formation gratuite. Et en plus tu travailles pas dans. Enfin, Non, mon activité c'est dans l'aérien. Donc, ah oui, donc rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça c'est plus une passion au départ. Mais effectivement, il y a un salariat bashing qui est justifié aussi, qui est emmené par cette mode du Rentier. Du rentier, libre financièrement, Ouais, indépendant financièrement. Le salarié est un esclave qui fait métro boulot dodo, etc. Alors évidemment, il y a des salariés qui sont malheureux, qui subissent leur situation. Ouais. À côté de ça, il y a aussi du salariat heureux. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant de se lancer en entrepreneuriat ou avant même d'investir en immobilier, bah, il faut un CDI ou en tout cas, il faut des revenus récurrents. Et donc, il faut travailler, ce salarié, etc. Au-delà, en plus, de la dimension sociale. Mais on peut même rester salarié et faire de l'immobilier à côté, tout simplement, sans forcément devenir rentier, devenir libre financièrement. Et d'ailleurs, devenir libre financièrement, je vous invite à aller voir la partie 1, parce qu'on en parle. Ouais. C'est pas si simple que ça, devenir libre financièrement. Et justement, pour devenir libre financièrement, en tout cas pour investir dans l'immobilier, il y a un gros sujet, un gros pavé, qui est la vente de formation. Alors, la vente de formation, pour toi, alors déjà, est-ce qu'il faut se former? Alors, pour commencer. Évidemment, il faut se former. Je n'aurais pas produit 37 heures de formation à ce jour, de formation immobilière gratuite validée par des professionnels sur ma chaîne YouTube, si je considérais qu'il ne fallait pas se former. Donc toi, tu fais des formations gratuites? Je fais des formations gratuites. Incroyable. Alors c'est particulier. Après, moi, je ne suis pas anti-formation. Il y a des personnes qui sont formateurs, qui font des formations payantes, qui ont des prix de vente de formation qui sont cohérents avec le contenu et qui ont des promesses cohérentes. Il faut bien comprendre que pour vendre une formation qui reprend concrètement le contenu d'un bouquin, donc ça c'est ton bouquin. Ça c'est mon livre qui vaut. On en parlait dans la partie 1, mais ça c'est donc un bouquin sur le marchand de biens. C'est un livre formation sur l'activité marchand de biens. Donc l'achat-revente professionnel. Achat-revente professionnel. Ce livre a été plagié d'ailleurs par des formateurs qui ont fait une formation digitale qu'ils ont revendue de 2000 ou 2500 €. Donc généralement, le contenu d'une formation digitale, en fait c'est le format qui est digital. On va voir quelqu'un qui va vous expliquer bonjour à vous. Aujourd'hui je vais vous parler de la location meublée non professionnelle. Bon, le format est digital, mais ça ne justifie pas que le contenu qui est dans un livre soit multiplié par 100. Comment ils font pour vous multiplier, comment ils légitiment ce prix de vente de 2000 €? Avec la promesse. Avec la promesse. Ouais, c'est ça. Oui, mais moi, ma formation te rend rentier en 6 mois. Ouais, c'est-à-dire que tu vas investir 2000 €, mais c'est rien par rapport à l'enrichissement que tu vas générer grâce à ma formation. Et puis le problème de ça, c'est qu'en plus, ils veulent faire de plus en plus. Donc tu as des promesses à la fin qui sont complètement incohérentes. C'est le concours entre eux. Oui, bien sûr. Il faut créer l'envie. Parce que moi, je discute aussi avec des formateurs qui ont ce type de promesses. Je leur dis, mais ils me disent, oui, mais il faut que le résultat soit immédiat. C'est comme une salle de sport. Si tu vas à la salle de sport et qu'on te dit, dans 4 ans, vous allez avoir des effets, tu n'y vas pas. Là, eux, ils vont te expliquer que, tu comprends, c'est du marketing, mais je suis obligé parce que il faut qu'ils aient des résultats, des changements de vie dans 6 mois. Et là, moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils vont s'enrichir. S'enrichir parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Des fois, ils gagnent plus d'argent avec la formation qu'avec l'immobilier. Ils gagnent bien plus d'argent avec des formations. 2000 € à la formation, alors même s'il y a un budget pub, etc. Une fois que le truc il est digital et qu'il tourne, tu as une ou deux modifs à faire, mais grosso modo, et puis tu en vends des milliers, voilà. Bon, ils gagnent beaucoup plus d'argent, mais à la rigueur, ça ne me dérange pas qu'ils gagnent de l'argent s'ils font quelque chose de bien. Bon, ce qui me dérange, et c'est pour ça que j'admire pas ces gens-là, c'est parce que ils s'enrichissent en faisant croire à des gens qui sont dans le besoin, qui sont dans les difficultés. Ils utilisent ce levier pour s'enrichir eux-mêmes. Mais on va en parler tout à l'heure, parce que je veux parler d'un sujet avec toi. Il y a même des vendeurs de formation qui ont arnaqué les gens. Et faites attention parce que, et je suis content de t'avoir pour ça, parce qu'on va pouvoir parler vraiment d'une affaire là, qui est assez récente, où il y a même des arnaques dans la formation. Et donc, alors, sur ces ventes de formation, donc toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, je suis salarié, je veux me lancer, alors déjà, il y a les formations gratuites comme la tienne, donc ils peuvent simplement suivre cette formation-là. Mais je veux me lancer, est-ce que ça vaut le coup de payer une formation pour toi? À mon sens, nous. Alors moi, si tu veux, je me suis formé avec des bouquins. Là, il y a celui-là, mais je l'ai écrit. Je ne me suis pas formé avec lui, parce que je l'ai écrit. Mais je me suis formé avec des livres, avec effectivement, sur YouTube, il y a des conférences. Alors, moi, c'est vrai que je donnais plus de crédit à une conférence d'un notaire, d'un expert comptable, d'un avocat, etc. Après, c'est pas vulgarisé. Et il y a quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est que les formateurs, certains formateurs sont brillants
dans le sens où ils arrivent à vulgariser des choses de manière très pédagogique pour le rendre facile à comprendre. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça ne justifie pas le fait que ça se vende 2000 €. Mais si tu veux, pour moi, il y a énormément de moyens de se former. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dont on parle là, ça reste du théorique. Ça reste des connaissances. Mais la meilleure formation, c'est le terrain qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Et c'est en faisant que tu transformes des connaissances en compétences. Voilà, donc moi, je vais pas… Des fois, ils m'écrivent, est-ce que tu penses que c'est un bon formateur? Je dis, si vraiment tu as besoin de payer, je pourrais te dire… Et des fois, les gens, ils ont juste besoin de payer parce qu'ils disent, j'ai payé, donc je m'y mets. D'ailleurs, j'ai vu des stats là-dessus. Il y a des gens qui payent des formations et je crois que c'est les 3/4 ne l'ouvrent même pas jusqu'au bout. Voilà, je discute en off, donc avec des formateurs, ils me disent, il n'y a que 30% des gens qui ont payé 2000 balles qui ouvrent. Pourquoi? Comment ça se passe? Ils font le webinaire, ils sont accrochés par une pub, à l'hameçon, hop, le webinaire, à la fin du webinaire, je vous fais une offre de 70%. Si comme Jean-Michel et Gwendoline, dont je te montrais le parcours exceptionnel, tu veux devenir rentier en 6 mois comme eux, avec des photos qui sont sur des banques de données de photos gratuites, tu sais, ils n'existent pas ces gens-là. Je te fais une promotion 70%. Donc ils sont pris dans l'émotion, ils achètent. Ce qu'on appelle un tunnel de vente. Tunnel de vente. Ouais, ils achètent. Le lendemain, ils se réveillent. Alors, des fois, ils achètent avec le CPF en plus, donc c'est l'impression qu'ils ne sont pas payés. Ils se réveillent le lendemain matin, ils disent oula, alors, premier module, oula, alors, truc. Je ferai ça après. Puis finalement, ils y viennent même pas. C'est dingue. Donc, effectivement, même le fait de payer ne les engage pas plus que ça, parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces formations, ce marketing a emmené vers l'immobilier des gens qui n'étaient pas faits pour l'immobilier au départ, c'est ça. Mais qui sont allés vers ces formations, vers l'immobilier, pour la liberté financière, pas pour faire de l'immobilier. C'est ça. Parce qu'ils veulent le résultat, la liberté financière. Et le chemin de l'immobilier, ils n'étaient pas faits pour ça. Tout le monde ne peut pas faire d'immobilier, on n'a pas tous les compétences. C'est clair. Enfin, en tout cas, Oui, certains attraits pour par exemple les travaux qui sont une partie. Il faut être patient, il faut être indulgent. Il y a énormément de qualités à avoir. Et il y a encore autre chose là-dedans, c'est que sur cette partie formation, il y a des choses qui sont des choses de niche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui forment uniquement sur l'immeuble de rapport, d'autres qui forment sur le logement atypique. Et moi, j'ai énormément de personnes qui viennent me voir en message privé sur Instagram et qui me disent « j'ai acheté cette formation, franchement, elle était top, est-ce que tu pourrais m'aider à… » Mais du coup, pourquoi tu as besoin que je t'aide si tu as acheté une formation qui est censée te faire passer à l'action? Parce que ce qu'on oublie aussi, une formation, tu n'as personne qui te tient la main après pour aller passer à l'action. Donc, tu vas devoir à un moment aller sur le terrain de toute façon seul. Et moi, je suis d'accord avec ce sujet de dire à un moment, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Voilà. Mais sauf que les gens qui n'étaient pas faits pour faire ça, moi j'en connais, ils ont acheté 3, 4, 5 formations. Et là, je vais prendre de l'accompagnement, j'ai besoin d'être pris par la main. Ok, alors pour te lancer, là encore pourquoi pas? Mais nous, on est sollicités par rapport au livre pour passer une heure de téléphone, pour avoir un regard extérieur, est-ce que je valide ou pas? Bon, mais si tu as besoin d'avoir 10 heures d'accompagnement, alors que tu as fait 5 formations avant pour te faire ton premier investissement locatif dans un studio, c'est méchant ce que je veux dire, mais ne fais pas d'immobilier. Fais quelque chose de plus passif, entre guillemets, des SCPI ou du trading, je sais pas, un truc où… Voilà. Mais tu mets ton argent et puis il se rémunère. Voilà, mais si tu as besoin d'être accompagné en permanence, d'être tenu par la main, ne fais pas d'immobilier. Et à côté de ça, probablement, il faut le reconnaître, que des gens ont vu des pubs, on se dit ah l'immobilier, et qui ne pensaient pas s'orienter vers l'immobilier, mais qui, in fine, avaient des qualités pour le faire et qui sont devenus d'excellents investisseurs. Il y a une chose que je reconnais en formation, c'est que ça a fait connaître avec leur pub, ça a fait connaître ce levier d'enrichissement à des personnes qui peut-être ne s'en seraient pas souciées. Et maintenant, c'est trop. Moi, franchement, dès que j'ouvre mon fil Instagram, c'est trop. Le business, le plus rentable, n'écoute pas tous les autres. J'ai le business. C'est une révolution. Et au final, tu ouvres le truc. C'est de l'achat-revente. Oui. L'achat-revente, ça fait des années. Oui, ça fait des années. Personne n'a inventé l'achat-revente. C'est ça. Mais concrètement, oui, pour les formations, moi, je conseillerais d'ouvrir des livres. En plus, même psychologiquement, la lecture, c'est une activité active. Voir une vidéo, c'est passif. On nous montre une vidéo. Donc même, ça a été prouvé par des chercheurs. Alors, j'ai pas les noms. Mais ça a été prouvé qu'il fallait mieux lire, etc. Bon, celui qui maintenant après, il faut vivre avec son temps, le digital, mais bon, ça vaut pas 2000 €, quoi. Ça vaut vaut pas les 2000 €. C'est le marketing en fait qui est autour. C'est le marketing et c'est la promesse, quoi. C'est ça. Oui, et puis en plus de ça, les résultats sont pas. La promesse de devenir rentier en 2 ans, il y en a très peu qui vont y arriver. Et puis s'ils y arrivent, d'où ils partent, quel apport ils avaient au départ, etc. On peut y arriver évidemment avec Johansen. On va pas vous dire de pas faire d'immobilier, on en fait. C'est notre passion, on est là pour ça. C'est clair. On s'enrichit en immobilier. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans ces niches, on oublie souvent de parler de beaucoup de choses. Parce que du coup, on veut faire des raccourcis, marketing. Et j'aimerais que tu nous parles un peu là aujourd'hui, pour tous ceux qui nous regardent, des pièges et un peu des arnaques qu'on peut retrouver à chaque étape, tu vois, parce que dans ces ventes de formation, on va te dire, moi je vais t'apprendre comment rechercher un bien facilement, mais en fin de compte, quand tu es dans l'immobilier,
comme toi ou comme moi, on sait aussi que pour rechercher un bien, à un moment, il faut un réseau, etc. Il y a plein de pièges et d'arnaques. Et il y a 2 sujets qui reviennent beaucoup. La banque, les travaux. Est-ce qu'on peut parler un peu de ces 2 sujets? Déjà sur la banque, est-ce qu'il y a des arnaques, des pièges à éviter? Bah, si tu veux, il y en a qui vont te dire oh, bah, c'est facile d'enchaîner, il faut faire le bon dossier. Mais moi, avec ma formation, je t'apprends à faire un bon dossier. Rien n'est impossible, mais il y a des règles. Ouais. Il y a des règles, le HCSF prévoit des règles. C'est pas en étant multibancarisé qu'on va réussir à faire partie des exceptions chez une banque. Il y a effectivement des exceptions pour déroger à ces 35% d'endettement. Bien sûr. Et on y arrive vite aux 35% d'endettement. On y arrive très vite, notamment depuis la disparition du calcul différentiel. Alors, en gros, c'est une méthode de calcul qui avant était plus favorable puisqu'elle prenait vraiment la différence entre les recettes et les charges. Et ça venait se rajouter à nos revenus. Je l'ai fait vraiment courte. Ouais, dans les commentaires, soyez tendres. On va pas rentrer dans le détail, mais cette méthode de calcul a disparu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive très rapidement aux 35% d'endettement. Et de dire, mais vous enchaînez 2, 3, 4, 12, 100 biens. Il y en a qui disent ça. Non, mais il y en a plein qui disent ça. Des fils de médecins qui ont plagié mon livre. Enfin bref, qui disent qu'ils ont fait 100 appartements alors qu'ils ont reçu des donations de parts sociales de leurs parents. Bref. Il y a des gens aussi qui disent j'ai 100 lots, et puis quand tu creuses les 100 lots, c'est des garages au fin fond des Vosges. Oui. Donc voilà, faut faire attention. Bon, voilà, il y a quelque chose qui est mis en avant. Souvent, c'est pas la réalité. C'est ce fait d'enchaîner pour toi. L'enchaînement, il peut se faire, mais à un moment donné, en nom propre, on va devoir peut-être s'associer, ouvrir une société. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais en SCI, tu peux, en SCI-LIS, j'investis en SCI-LIS, tu peux sortir des… Alors, oui et non. On va aller sur du prêt professionnel. On peut, moi, pendant un moment, j'avais donc ma banque qui me disait, tant que tu mets 30% d'apport, on ne regarde pas ton endettement. Après, il faut les avoir, les 30% d'apport à chaque fois. C'est ça. Bon. Et c'est sur du 15 ans. Voilà. Bon. Et donc, ça nous a permis de développer un peu Mais bon, ça change. Mais il faut avoir les 30% d'apport. Là, on est loin du salarié qui gagne 1006, qui veut tout quitter pour devenir rentier. Il n'a peut-être pas les 30% d'apport. Bien sûr, déjà. En plus, oui, l'apport, que ce soit d'ailleurs en SCI ou même en nom propre, il faut de l'apport. Bien sûr. Bon. Mais concrètement, l'enchaînement, il est difficile. Et à un moment donné, pour enchaîner, il faut qu'on se libère aussi de la capacité d'emprunt. Donc, on va devoir revendre. Donc, ça va enlever aussi d'un bien locatif les recettes pour prendre un peu plus gros. Voilà. Donc, on va réussir à développer un patrimoine. Mais l'enchaînement de prêts, à un moment donné, il va falloir donc qu'on s'associe avec des personnes qui ont une capacité d'emprunt peut-être plus favorable, qu'on investisse en société, que ce soit civile ou commerciale, avec une fiscalité à l'IS, on va pouvoir essayer de déroger un petit peu. Mais ce n'est pas miracle non plus. C'est pas je vais à la banque, voilà. Et surtout créer une relation saine, fiable. Avec la banque. Avec la banque. Non mais je suis d'accord, parce que ça c'est aussi un sujet qui revient beaucoup. On nous dit ouais, tu vas voir cette banque, tu lui mens, tu dis que tu achètes une résidence principale, tu mets en location, t'en penses quoi de ça? Moi je considère que… Est-ce qu'il faut mentir à la banque en fait? Si demain j'ai un ami millionnaire qui me prête de l'argent, je ne vais pas lui mentir. S'il y a bien une personne à qui je ne vais pas mentir, c'est lui. On ne mord pas la main qui nous nourrit. C'est-à-dire que je vois moi-même des formateurs, ils sont là sur TikTok, sur truc. Ouais, le banquier, de toute façon, c'est pas un investisseur, il comprend rien, on peut lui mentir. Bravo, bravo, prends ton banquier pour un con. Non, mais quand même, enfin je veux dire. Mais c'est beaucoup dit sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup. On est d'accord, c'est des conneries. Bien sûr que c'est des conneries. Ouais, non, mais c'est important. Après, si une banque ne nous suit plus, écoutez, monsieur le banquier, merci de m'avoir accompagné pour ces projets-là. Je reviendrai peut-être un jour vers vous, mais en revanche, je dois, pour développer mon parcours, aller vers une autre solution et j'ai d'autres propositions, etc. Bien sûr, la fidélité à une banque, ça dépend aussi du conseiller, mais ça évolue. Mais par contre, d'arriver avec déjà, initialement dans sa tête, l'idée qu'on va mentir à la banque, c'est comme j'en parle sur ma chaîne aussi, c'est la fausse croyance de dire je revends un bien, j'encaisse l'argent et puis je ne dis pas à ma banque. Je l'ai démontré sur ma chaîne, ça va prendre une demi-heure. J'ai fait tous les scénarios, vous vous bloquez pour la suite. Et c'est ça. C'est mort, c'est terminé. En fait, ce sont des stratégies court-termistes. C'est ce que les gens doivent comprendre. Exactement. Comprenez bien que si vous utilisez ce genre de méthodes qui sont malhonnêtes en fait, ce sont des méthodes, moi ce que j'appelle malhonnêtes, mais vous allez être bloqué plus rapidement. Moi aujourd'hui, ma banque, je lui mens pas. Même quand je fais tu vois par exemple, des fois ça m'arrive d'utiliser mon différé de crédit pour faire de la trésorerie. Ok. Alors c'est de moins en moins possible avec les taux, mais je le fais. Mais je le dis à ma banquière, je ne vais pas lui mentir et elle le sait. Et comme ça, au moins, on est dans une relation de confiance. Et puis les banquiers sont sur Internet aussi. C'est ça. Ils voient les méthodes, les fameux hacks, etc. Mais bien sûr. C'est sûr que ça met plus de temps de faire les choses correctement, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus viable. Il y a eu une période aussi où les gens faisaient des doublettes, des triplettes, ils achetaient 3-4 biens en même temps immobiliers. Bon, et après le banquier, il va demander les offres de prêt de tous les biens qu'on a en locatif pour faire une autre demande. Acheter 2 biens en même temps, et ils vont voir, au même moment. Oui. Non, mais ça, moi, ça me dépasse. Il y a des gens qui se sont mis dedans aussi avec ça. C'est clair, c'est clair. Donc, effectivement, c'est tentant. Il y a beaucoup de choses tentantes. Mais il ne faut pas les faire. Mais à mon sens, faut rester droit. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Le mec qui te conseille, que tu as payé pour qu'il te conseille,
c'est pas lui qui va t'aider si tu es dans la galère. Mais d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, dans une affaire qui fait beaucoup de bruit en ce moment. On va en parler de ça, parce que justement, le conseiller n'est pas le payeur dans cette affaire-là. Je voudrais parler encore d'un autre sujet où il y a pas mal de pièges, d'arnaques, c'est les travaux. Et ça va être aussi abordé dans notre dernière partie. Mais donc sur cette partie travaux, est-ce que là aussi, il y a des choses… Parce que moi, j'entends par exemple sur les réseaux, là aussi, de mentir un peu au mec des travaux, tu vois, de lui dire d'abord… voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bon, les travaux, alors juste avant les travaux, il y a aussi un piège, attention, c'est la fiscalité. Souvent, les formateurs disent le cash flow, l'ACTA, c'est du net parce que tu comprends au régime réel, tu ne paies pas d'impôts. Tu ne paies pas d'impôts. Mais faites vos calculs. Si tu as un gros rendement, tu paies des impôts. Aparté fermé. Donc, les travaux. Les travaux, effectivement, avec leurs promesses, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais pour rénover, les travaux, moi je ne me connais pas, comment ça se passe, etc. Les travaux, pareil, on a aussi des gens qui vont vous expliquer que pour 300 € du mètre carré, tu vas te faire une super rénovation, etc. Voilà. Ça, c'est le premier piège. C'est sous-estimer le coût des travaux. Okay. Et comment on estime correctement le coût des travaux pour toi? Si tu veux, après, c'est un peu l'expérience. Mais aujourd'hui, je ne fais pas de devis pour les projets de marchand que je fais. Je dis on ne fait pas de devis avant de se positionner, parce que ton bien, il est parti. Hein. Donc, la meilleure façon, c'est un moment de faire le devis. C'est pas de dire c'est 1000 € du mètre et voilà, c'est 1000 € du mètre. Pour affiner, il faut faire un devis. Mais moi, quand je viens maintenant sur un chantier, je vois ce qu'il y a à faire. Généralement, on refait tout et je vais dire, bon, allez, ça va être 2000 € du mètre, par exemple. Mais parce que tu as des années d'expérience. Oui. Pour quelqu'un qui débute, la meilleure façon de savoir combien coûtent les travaux. Alors, quand tu as le temps de le faire, quand tu as le temps que tu vas sur un projet que tu sais qu'il ne va pas se vendre le lendemain, il faut faire des devis, plusieurs devis, comprendre les devis. Bien sûr. Ça vaut tant. Ok, pourquoi? Le prix des fournitures, en plus il a augmenté là, le prix des fournitures. Donc, même le coût de la main-d'œuvre, il a aussi augmenté. Tout augmente. Je le vois ici. Non, bref. Mais peut-être que dans un an, ça ne sera pas fini d'ailleurs. On pourra revenir plusieurs fois. On va pouvoir tourner encore un autre épisode. Non, tout va bien, mais effectivement, c'est une dimension pour le novice et même. Je vais même te dire, pour quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'investissement immobilier, tu peux être un bon investisseur. Et moi, par exemple, rénover, rafraîchir, j'oserais le faire, mais rénover, c'est pas mon métier. Ouais, c'est ça. C'est mon métier. Comme la comptabilité, j'ai ça un comptable. Donc, il faut s'entourer du bon écosystème et des bons professionnels. Comment on fait quand on débute et qu'on ne connaît pas? On va faire des devis. On va peut-être essayer de se faire recommander des gens, mais attention au piège, on va y reparler. Recommander par des gens de confiance, votre famille, et qui peuvent vous montrer ce qu'ils ont fait, etc. Donc, même là, des fois, il y a des arnaques. Même là, tu peux tomber à la fin sur une arnaque. En fait, il n'y a aucune certitude en matière de travaux. C'est une dimension risque. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est une des rares choses qu'il est le plus difficile de maîtriser. Mais je suis d'accord. Non, après c'est une moyenne, enfin tu vas faire une moyenne, mais il faut, oui c'est ça qui est important, c'est toujours calculer une dose d'imprévu. Parce que tu ne sais pas ce que tu découvres quand tu casses un mur qui n'est pas porteur, ou les canalisations, je sais pas, tu peux découvrir des choses qui n'étaient pas prévues. Ah, il y a ça, mince, aïe. Alors voilà. Ouais, et prendre plusieurs avis, parce que tu vois, moi je peux donner un exemple d'une erreur encore récente. Hein. C'était il y a 2 ans, tu vois. Donc moi j'ai acheté un immeuble et le mec m'a dit ouais, la plomberie, on peut l'enlever du devis, parce que moi en fait il fallait que je rentre dans une enveloppe. On peut l'enlever du devis, etc. C'est bon, c'est un immeuble à refaire. Donc j'ai tout refait, sauf la plomberie. Le dimanche, je viens faire le nettoyage, parce que moi je fais tout moi-même. Hein. Je viens faire le nettoyage avant l'arrivée des locataires dans les 2 appartements qui étaient le lendemain en location. Et quand j'arrive, j'essaie d'ouvrir la porte. J'arrive pas à ouvrir la porte. Tu sais pourquoi? De l'eau. De l'eau partout. Les faux plafonds qui étaient tombés, tout qui était tombé, parce que j'ai voulu faire une économie. Tu aurais pu faire un logement typique à Aqualand. Oui, j'aurais pu faire ça. C'est vrai que maintenant, avec le recul, j'aurais dû faire ça. Non, mais tu vois, voilà. Donc c'est ça, c'est que même aujourd'hui, quand tu as de l'expérience, parce que j'ai de l'expérience quand même là-dessus, mais tu peux encore faire des erreurs. Donc le point travaux, je crois que l'une des choses, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est d'essayer de ne pas faire des économies sur les mauvaises choses en fait. Oui, absolument, je suis totalement d'accord. Ici, il y a bien une chose sur laquelle il ne faut pas faire d'économies. Alors c'est pas pour ça qu'il faut se faire arnaquer, par un entrepreneur. Hein. Il veut gagner sa vie. Hein. Mais après, si on fait du long terme aussi, nous c'est plus facile. On fait 3 ou 4 projets par an de marchand, donc évidemment ils travaillent régulièrement avec nous, donc ils ne vont pas essayer de nous le garantir, parce qu'ils savent qu'après ils ne travailleront plus avec nous. Mais c'est important de leur payer le bon prix. Il faut qu'ils gagnent leur vie, c'est ça. Sinon ils ne travaillent plus avec nous. Et surtout, dans les matériaux, etc., il vaut mieux payer un peu plus. En plus, si on est en locatif et on est en régime réel ou même en déficit foncier, on va pouvoir passer des choses en charge. Donc bon, indirectement, on va pouvoir faire des économies. Mais oui, il faut mieux. Surtout sur les pôles très importants qui sont la plomberie, l'électricité. Ne faites pas ça au black. Il faut des assurances, il faut des décennales. On n'est pas en train de mettre un coup de peinture, quoi. Mais c'est important ça aussi, la notion de black.
Alors, on vous invite pas à faire du black, mais d'ailleurs, c'est même pas ce qu'on va dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux expliquer, pour ceux qui nous regardent, pourquoi il ne faut pas faire des travaux black? Parce que c'est encore un truc qui est quand même… De toute façon, moi, nous, en marchand, on n'a pas le choix. Oui, parce que tu es professionnel. Mais aujourd'hui, pour une garantie décennale. Pour le petit particulier qui nous regarde, qui veut faire ses travaux… Le petit particulier, déjà, encore une fois, si lui, il veut passer ses travaux en charge ou en amortissement, il va falloir qu'il ait des factures. Bon, déjà. Première chose. Mais surtout, il faut, non seulement il ne faut pas faire les travaux black, et puis je dirais même aller plus loin, parfois il faut aller même vérifier la décennale de l'artisan. Hein. Parce que parfois ils ne paient pas leur décennale. Ils l'ont payé 2 mois, ils ne la paient plus. Et nous, même en marchand, il faut qu'il y ait encore plus loin. Tu peux expliquer ce que c'est la décennale pour tout le monde? L'assurance décennale, en fait, c'est une assurance qui va garantir les problématiques qui pourraient occurrer sur un chantier suite à l'intervention d'un artisan. Un exemple… vous avez un maçon qui vous met un mur, le mur se fissure, il tombe dans les 10 ans, je donne cet exemple-là, hein, c'est peut-être un mauvais exemple, mais on va appeler, et puis lui, il a son assurance qui va prendre en charge comment dirais-je, le fait de réparer ou de refaire le mur. Là, j'ai vraiment essayé de faire schématiquement. Mais non seulement il y a donc cette vérification de l'assurance décennale pour se dire, bon bah voilà, s'il arrive quelque chose, j'ai une assurance qui va prendre en charge, et qui pourra peut-être aussi prendre en charge après… alors ça va être une autre assurance, mais comment dirais-je, si on a un locataire qu'on ne peut plus loger, il faut reloger, il faut des assurances aussi. C'est clair. Non, mais c'est important. Et qu'est-ce que tu penses de faire les travaux soi-même? Parce que ça aussi, c'est quelque chose dont on parle sur les réseaux sociaux. On fait les travaux soi-même, on ne fait pas les travaux soi-même. Dans quel cas on les fait? Moi, en marchand, je ne le conseillerais pas du tout, à moins d'avoir une société comment dirais-je, de travaux soi-même. Et d'avoir ses assurances, quoi. Mais vraiment soi-même, c'est-à-dire que c'est toi qui prends le rouleau pour commencer sur une première opération. Moi, mes premiers investissements, c'était du rafraîchissement, donc peindre, poser du parquet. Bon, tu vas déduire les factures des matériaux et pas de la main d'œuvre, mais pourquoi pas. Mais dès qu'il y a une notion d'électricité, de plomberie, de maçonnerie, faut pas y aller. Moi, je joue pas et je déconseille fortement. Et je rajoute aussi, là j'ai parlé de la décennale, mais en marchand, ceux qui veulent se lancer dans l'achat-revente d'un marchand de biens professionnel, il faut même aller plus loin, on en parle dans le bouquin, il faut vérifier même, ça s'appelle le devoir de vigilance, qu'ils payent leur URSSAF. C'est-à-dire que s'ils ne paient pas leur cotisation URSSAF, on peut, en bas de chance, hein, mais on peut venir nous voir pour qu'on paye les cotisations URSSAF de l'entrepreneur qui a travaillé sur le chantier. C'est quand même relou. Ça s'appelle le devoir de vigilance. Donc ça, c'est pour ça que quand on dit l'achat-revente, c'est facile, etc. Il y a beaucoup de dimensions en termes de responsabilité à prendre en compte. Ouais, c'est ça. Pour répondre à ta question, je ne conseille pas moi de faire les travaux, soi-même. Des vrais travaux soi-même. Donc, un entrepreneur où on a tout vérifié, si possible aller voir un chantier, une personne qui nous le recommande, bien sûr. Google, les avis Google. Ouais, les avis Google, les recommandations. Une assurance décennale. Une assurance décennale, vérifier. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous dit, toujours le vérifier. Oui, j'ai mon assurance. Ok, je veux l'attestation. Ok, ouais, tout vérifier. Et donc, aussi, cette dimension de ne pas négocier avec l'artisan les travaux, de ne pas lui baisser le prix. Pas trop. Voilà. Il fera son billet, lui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lui, s'il va vous dire, ok, vous les payez moins, il va vous mettre des moins bons matériaux, ou il va mettre moins de temps, ou il va mettre des… Il va le faire payer à un moment. L'étanchéité, il va moins bien la faire. Enfin, lui, il faut qu'il gagne quand même sa vie, quoi. Donc, bon, t'as tout vérifié ici. J'ai tout vérifié. C'est bon, c'est ok. Enfin, on verra. Hein. On verra quand on fera les 10 ans de l'émission. C'est ça. Mais non, bien sûr, après on fait des erreurs. Hein. Et moi, j'en fais encore quotidiennement des erreurs. Et j'apprends aussi de ça. C'est comme ça qu'on préfère apprendre sans en faire, mais je me garderai bien de faire le donneur de leçons. Hein. J'apprends tous les jours. Et là, en plus, c'est la première fois que je fais une reconstruction de maison. Ouais, tu me le disais en off. Là, on est sur la tous les jours. Mettre 38 micropieux, faire des études de sol, émettre des long greens, etc. Bon, quand les artisans le font, si toi tu sais pas… Donc moi après je me forme aussi à ça sur internet, dans des bouquins. J'ai des gens dans un écosystème qui eux-mêmes font des travaux, des maçons, etc. Donc ils m'expliquent, ils viennent, ils vérifient. Bon, voilà, après il y a aussi une confiance. Et puis le zéro risque n'existe pas. Hein. Alors justement, en parlant de confiance, je pense que c'est la bonne transition pour le sujet dont je veux parler avec toi. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit. On va parler de Mich Mich. Alors toi, tu vas nous en parler autrement que Mich Mich, mais j'en rigole, mais il y a des victimes derrière tout ça. Absolument. C'est une affaire donc, qui a fait beaucoup de bruit. C'est une grosse arnaque qui a eu lieu. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte de cette affaire? Alors, on parle donc de l'affaire Broussard. Donc Broussard, c'est le nom de l'entrepreneur qui est cité et qui est soupçonné d'avoir arnaqué. On est à plus de 4 millions d'euros et à mon avis, on en a encore plus, parce que je pense qu'il y en a plein qui n'en ont pas parlé. 4 millions d'euros d'acomptes qui ont été versés sur des chantiers. Donc c'était une société de rénovation en fait… alors moi j'avais été contacté pour la petite histoire parce qu'ils recherchaient des partenariats pour se développer.
Et donc, par les réseaux sociaux, c'est ça? Sur les réseaux sociaux. Il m'avait contacté parce qu'à côté de ça, nous, on a des groupes sur Facebook, Marchand de Biens Conseil, avec des grosses communautés de marchands de biens, des dizaines de milliers de membres. Et il avait dit, bah voilà, je te propose qu'on fasse un partenariat. Toutes les personnes que tu m'enverras sur mes chantiers, bah, je te redonnerai 10% du montant des travaux. Alors déjà, quand il m'a dit ça, bon, déjà, moi, je ne fais pas beaucoup de partenariats. Mais déjà, 10%, je trouvais ça énorme. Énorme. Et je lui disais, donc tu travailles sur toute la France? Il dit, oui, on sous-traite. On fait des devis sur vidéo en moins de 48 heures, on sous-traite sur toute la France. Donc j'ai dit, attends, donc il sous-traite. Donc il y a un coût quand même, le sous-traitance. Il sous-traite, donc il ne va pas pouvoir contrôler tout le monde, il ne connaît pas tout le monde, il fait les travaux et en plus, à la fin, il me donne 10%. Mais il ne va pas gagner d'argent. Enfin, c'est pas scalable, c'est pas duplicable. Ouais, donc tu t'es toi déjà rendu compte que c'était… Moi, je lui ai dit, Michel, parce qu'en plus, il est agréable au téléphone. Et je comprends qu'il ait pu faire des partenariats avec les gens. Mais par contre, moi, je n'aurais jamais envoyé mes membres sans tester au préalable. Parce que c'est ça qu'il a fait en fait. Il est allé voir des influenceurs et il a envoyé les communautés des influenceurs. Ce qu'il a fait, c'était qu'il est allé voir tous les influenceurs. Il a fait des séminaires avec eux, il a fait des vidéos avec eux. Faut que je me remette en question, il n'est pas venu me voir. non, mais on est peu à leur dire non, parce qu'ils ont quasiment tous dit oui. Okay. Il a fait des séminaires avec eux, il leur a dit, mais c'est vrai que c'est alléchant, 10% de montant de projet. Puis il parle, il a la tchatch, tu vois. Bon. Et il est allé les voir et il leur a dit, bon bah voilà, on fait un partenariat, les gars ont dit oui. Certains ont peut-être testé un petit studio et tout, puis il a dû faire le job, tu vois. Mais moi, j'aurais testé sur plusieurs projets en même temps. Est-ce qu'il est capable de faire plusieurs projets en même temps? Ça énerve ton chien. Hein. Et même mon chien, il est énervé. Ouais, j'entends. T'inquiète pas, mais c'est fini avec Michel. Terminé. Michel, si tu nous écoutes, Michel, je pense qu'il est très loin. Ouais, il faut pas que… Il est parti. Bon bref, donc si tu veux, ils ont fait ces partenariats. Alors, évidemment, ce ne sont pas eux, les formateurs, qui ont volé les acomptes. Hein. Ils ne sont pas coupables. Mais c'est vrai que j'estime qu'ils ont une responsabilité dans le sens où… Il y a des gros noms en plus hein, dans les formateurs. Bien sûr, il y a des très gros formateurs. On ne va pas les citer pour t'éviter un procès. Non, mais bien sûr. Il y a des gros noms. Bah, les plus gros formateurs, les plus connus, ont effectué des partenariats rémunérés avec Michel Broussard, avec sa société. Et à mon sens, on manquait de vigilance. Ils auraient dû tester au préalable sur plusieurs chantiers avant de le conseiller à une communauté. Ces gens-là ont une influence. On a tous, même toi avec ta communauté, moi avec mon communauté, on a peut-être une petite influence. Eux, ils ont une grosse influence. Et quand les gens se disent, ah bah, et on en parlait juste avant, les travaux, c'est une dimension, ah je me sens sécurisé, et j'ai cette personne-là qui va, où que je sois en France, me faire mes travaux, il est recommandé par mon formateur, mon influenceur. Direct. Ouais, il y a cet aspect confiance, et donc du coup les gens sont passés à l'action. Ils sont allés, et comment ça s'est passé? Ils étaient visiblement formés, mais pas assez, parce qu'en plus, il faut savoir que ces gens-là payent des formations pour avoir des informations, évidemment, mais aussi pour accéder à un écosystème de professionnels fiables. Ouais, les partenaires. Je vais te donner le bon comptable, le bon notaire. Et donc, il faisait partie du bon mec pour les travaux, c'est ça? Et lui, il était recommandé, donc c'était partie de l'écosystème de ces formateurs, il était recommandé comme quelqu'un de fiable et de compétent et d'expert. Ouais. Donc ces gens-là, en plus, ont payé des formateurs pour avoir de bons conseils. Et on leur a remis donc, dans les mains cette société de travaux. Alors, est-ce qu'initialement, il avait prévu d'arnaquer ou pas? Ça, je me garderais bien de le dire. Peut-être qu'il a été dépassé par la multiplicité des chantiers et que, bon, je ne sais pas. La justice se décidera. Mais, parce que c'est encore en cours du point de vue justice. C'est en cours, et je t'en parlerai après de l'association de victimes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils demandaient beaucoup d'acomptes. Et je pense que normalement, les formateurs, je n'ai pas accédé à la formation, hein, mais j'espère, nous on le dit dans le livre, comment verser les acomptes. Tu ne verses pas 50% d'acompte parce que le gars il te dit qu'il faut qu'il achète 3 paquets de ciment. Tu vois ce que je veux dire? Les acomptes, c'est ça, c'est petit à petit. D'accord? Il y a des phases et des étapes. C'est quoi les bons acomptes là? Comme ça, on peut donner un peu de… Généralement, tout le monde travaille différemment, mais généralement, tu vas faire, au minimum, tu vas payer en 4 ou 5 fois. Ok. Voilà. Allez, tu vas faire peut-être 4 fois 25 ou 5 fois 20. D'accord? Et dans cette affaire, dans cette affaire, ils ont versé des gros acomptes. Ah bah oui, dans cette affaire, tu as des gens à qui on a demandé 150 euros, 150 euros, ça aurait été bien, 150 000 euros d'acompte dès le départ. Et donc les gars, ils ont fait la démolition, puis après, plus rien. Donc tu as mis 150 000 euros. Ton immeuble, tu payes ton crédit, tu as un différé d'1 an hein, ou de 2 ans max. Hein. Ton immeuble, au bout d'1 an, tu as ton crédit qui arrive. Mais tu n'as pas de résidence locative. Il y en a qui ont hypothéqué leur résidence principale, qui ont vendu leur résidence principale. Non, mais ça a mis des gens dans la sauce sur une scène. Et moi, je suis en contact avec l'association des victimes. Il y a eu un reportage sur M6 de Julien Courbet. On voit des gens, et ces gens-là, donc, moi je l'ai su, je le savais, se sont créés une association et ont, au sein de l'association, fait un sondage. Bonjour, qui vous a envoyé vers Michel Broussard? Alors, il y en a, ils avaient assisté à un gros séminaire dans la région parisienne avec des milliers de personnes, et puis ils l'avaient vu sur un stand. Et puis dans leur sac, il y en a même qui disent qu'ils avaient des flyers de la société de Michel Broussard. Donc ils ont vraiment été mis en avant. Bon. Les erreurs, ça peut arriver. Moi, je ne l'aurais pas fait comme ça, mais
peut-être un jour je. Non, mais c'est vrai que les 10%, c'est alléchant. Ils ont peut-être testé le truc, mais bon. Moi, c'est pas eux les premiers fautifs directs. Ils sont pas coupables d'avoir pris des acomptes. Par contre, ils ont une responsabilité. Et je pensais qu'ils allaient accompagner, en tout cas au départ, parce que ça fait maintenant 1 an que les gens. On en a parlé sur M6 cet été, mais ça fait depuis plus d'1 an, puisque la première fois que j'ai fait une story, c'était l'été dernier, 2023. Ouais, d'ailleurs, t'en parles sur tes réseaux, toi. Oui, j'en parle sur mes réseaux. J'ai vu les dernières stories, je veux qu'on en parle de ça. Effectivement, ce qui s'est passé, on va mettre les pieds dans le plat, pardon. Donc, on a à peu près 4 millions, pas sur une personne, mais sur une quarantaine de victimes. Donc, des gens qui sont vraiment en galère, parce que ça les bloque, hein. C'est un projet de vie après, hein. C'est terminé. Tu y penses du matin au soir, même psychologiquement, ça peut avoir des répercussions, ça peut créer des désordres avec ta femme, tes enfants. Enfin, non, mais c'est terrible, c'est terrible pour les gens, c'est terrible. Bon, moi, je m'attendais à ce que les formateurs, qui sont tous millionnaires, accompagnent, aident les victimes. Alors, il y a plusieurs façons d'aider. Évidemment, tu peux faire un don pour les aider déjà à se défendre en justice, parce que les frais de justice, ça s'avance, et ça a un coût. Il y a une association. On va mettre d'ailleurs, j'en profite, hein, ouais, bien sûr. On va mettre en description cette vidéo. Association de victimes de Broussard, on mettra le lien de leur compte, et il y a également une cagnotte Litchi, qui permet à ces gens-là donc de générer des dons pour pouvoir payer des frais de justice. Parce qu'évidemment, ça se réglera par la justice. Je m'attendais à ce que ces personnes-là soient présents avec les gens qu'ils avaient recommandés. Bien sûr. Je m'attendais à ce qu'ils versent soit des dons, soit, moi je l'ai fait, alors j'ai rien à voir avec Michel Broussard, j'ai proposé d'offrir la version digitale de mon livre et toutes les versions digitales de mes formations à tous ceux qui faisaient des dons. Ouais, okay, j'ai vu ces stories, incroyable. Bon voilà, c'était une façon pour moi de les aider. Bon, il y a plusieurs façons d'aider les gens. Ou alors, ils auraient pu faire d'un bad buzz un good buzz en disant, dans mon écosystème, dans ma communauté, j'ai énormément d'artisans. Les gars, venez, après coup de temps, on vous fait un coup de pub, on va sur les chantiers, on se filme, on va les aider, on va les sortir de la sauce. Ouais. Et là, d'un bad buzz, au contraire, t'en fais un bad buzz, un good buzz, pardon. Ouais, c'est ça. Bon, faut être bilingue pour regarder le podcast, vous avez compris. Bad buzz, good buzz. Bon, et si tu veux, ils l'ont pas fait. Et donc, à un moment donné, l'association a été patiente, etc. Et je leur ai dit, écoutez, moi, et d'ailleurs j'en profite, je précise, je ne suis pas le représentant de l'association, je ne suis pas le porte-parole. Je communique régulièrement avec eux, j'ai envie de les aider, voilà. Et donc je leur ai dit, écoutez, moi, je peux avoir une petite solution. Ouais, j'ai vu. Je mets quelque chose, j'y intègre Mehdi Chirac, qui est au Maroc, salut Mehdi, qui a un certain passif à certains formateurs. Le petit combo, c'est de la nitrodiclysérine. Je pense qu'on va lever des dons. Donc, je leur ai dit, j'ai demandé l'autorisation à l'association, est-ce qu'on peut publier le sondage que vous avez fait, où il y a seulement 50% qui avaient répondu, pour qu'on voit vraiment les noms. Que ce n'est pas un fantasme, que ces gens-là, victimes, ont été envoyés par des formateurs immobiliers, qui aujourd'hui ne leur répondent pas ou ne s'investissent pas pour les accompagner, pour les aider, alors qu'ils ont la puissance pour le faire. Et donc, tu as fait cette story. Et donc, parce que ça ne bougeait pas, depuis des mois, ça ne bougeait pas. J'ai fait cette story, j'ai publié, donc voilà, on compte sur vous, on aimerait bien que vous nous aidiez, s'il vous plaît, et tout. Mais franchement, je suis honnête, j'ai été très courtois. Bon, ça bougeait un petit peu. Mehdi Chirac a fait un don. Il a envoyé de l'argent sur la cagnotte. Alors Mehdi Chirac qui n'a rien à voir. Oui, non, lui, il avait refusé comme moi. Il avait démontré les captures d'écran. Il avait refusé, Michel. Ouais, bien sûr. Parce que pareil, normalement, les formateurs, ils auraient dû refuser. Il a fait le calcul que tu as fait. Ouais. Sans être professionnel des travaux, tu refuses. Tu sais que c'est pas possible. Tu dois verser 10%. C'est pas possible. Bon. Et donc là, j'ai commencé à dire, écoutez, il y a donc un formateur. Parce que Mehdi Chirac vend des formations, à 200-300 euros, donc c'était encore un autre type de... Voilà, maintenant il se développe très bien, d'ailleurs je vais le voir, je pars demain. Je vais le voir au Maroc, il a un parcours entrepreneurial remarquable là-bas, il se débrouille très bien, bref. En plus d'être une super personne. Bref, il met un don, donc je dis, bon, finalement c'est un formateur qui n'a rien à voir, qui met de l'argent, et les formateurs qui sont cités là, ils ne font rien. Et là, qu'est-ce qui s'est passé derrière, ils sont tous allés, alors je ne vais pas donner nom, mais ils ont fait des dons, entre guillemets, généreux. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais par rapport à ce qu'ils gagnent, ils ont fait le job. Et moi, vu que je suis quelqu'un qui est quand même d'honnête et de fair play, malgré les divergences qu'on a, je les ai remerciés. Ouais, j'ai vu. Et en plus, ça mettait la pression sur d'autres. Il y a un petit concours d'orgueil. Il a mis tant, je mets tant. Bon, voilà. Je sais qu'ils l'ont fait de manière contrainte. Je sais qu'ils n'ont pas aimé ce que j'ai fait. C'est un peu, je les affiche, lui, il l'a mis, il l'a pas mis. Je suis désolé indirectement d'avoir utilisé cette méthode. Par contre, je suis absolument pas désolé pour les victimes qui ont levé 7 ou 8 000 euros de dons en 48 heures, qui, je pense, me remercient. Enfin, me remercier. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là, mais tout ça pour dire que il a fallu un petit peu afficher tout ça. Moi, je me suis fait que le porte-parole, que le vecteur de transmission. Je dis, moi, s'il y a des suites juridiques, j'assumerai, il n'y a pas de souci. Et finalement, ça a fait avancer les choses. Ah, bien sûr. C'est que le début. Mais ils l'ont fait. Bravo à eux, ils l'ont fait. Je sais qu'ils l'ont fait sous la contrainte, sinon ils n'auraient pas attendu qu'il y ait une story ils l'auraient fait avant. Pour le faire. Donc je sais qu'ils l'ont fait de manière contrainte. C'est pas du français ça. Mais
Pas loin. Manière contrainte. On dira que c'est du français. mais voilà, et maintenant, et tant mieux pour les victimes. J'espère que ça va les aider pour la justice à avancer. De toute façon, encore une fois, profitez-en si vous avez envie de faire un petit don. On vous met le lien en description. Ouais, puis j'offre des contreparties, moi, des PDF de formation SCI, IMO commercial, ça je crois des PDF de 130-140 pages, la version digitale du livre. Donc voilà, pour vous inciter aussi à. D'ailleurs, merci beaucoup pour ce cadeau. Je vais le lire. Je t'en prie. Je vais le lire. Ah bah tu me feras après une synthèse. Hein. Bah écoute, si tu as vendu 7000 exemplaires, c'est qu'il doit être plutôt bien. Ouais, on est content parce qu'on est en auto-édition, ça reste une niche. Et là, on travaille sur la version 2. Non pas parce que celle-ci n'est plus à jour, mais parce que celle-ci, on l'a écrite il y a 4 ans. On l'a sortie il y a 3 ans en boutique. Et en fait, on a en 4 ans aussi maintenant plus d'expérience. On a dans notre écosystème d'autres marchands de biens, d'autres professionnels qui ont vraiment des choses, des process d'exécution dans leurs activités qui sont inspirants. Elle sort quand cette V2? Écoute, je vais la travailler là. T'as pas de date? Si, mais j'ai commencé, mais il y a beaucoup de choses à synthétiser. Je pense au printemps 2025. Franchement, moi, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Alors, de te recevoir, non, parce qu'en fait, c'est toi qui me reçois. Tu t'es imposé. Je suis venu ce matin, je t'ai vu, je dis ah bon. C'est ça. Donc, on est venu en force. Non, mais c'était un plaisir de t'avoir. Alors. Merci beaucoup, Stan. Merci à toi. Plaisir.